nous allons revenir voilà, plus près d'ici. Et Christophe Maniquet, qui donc a beaucoup travaillé sur le site de Tintignac et qui travaillera sans doute encore, on l'espère, il va nous dire ça tout à l'heure. Donc il est chargé d'études à l'INRAP, oui, j'allais... à l'INRAP, hein, qui donc s'occupe de l'archéologie préventive, hein, de toutes les fouilles préventives, et ça c'est lui qui va vous l'expliquer. Donc voilà, il va nous parler du site de Tintignac. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'appartiens à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Archéologique préventive, c'est-à-dire c'est l'archéologie ou les vestiges archéologiques qui sont susceptibles d'être détruits par des aménagements divers et variés en milieu urbain, sur les autoroutes, tout ça. Donc nous on intervient, on fait les fouilles et on sait que les vestiges ne seront pas rebouchés après, mais généralement sur creusés, décaissés et disparaissent à tout jamais. Donc le but de notre intervention, de nos interventions en général, c'est d'essayer de sauver par un maximum d'observations, que ce soit les photos, les dessins, les remarques, voilà, tout ce qu'on peut, les notes hein, sur ces vestiges, qui permettent donc de sauvegarder ce qui va être détruit, enfin de sauvegarder une partie en tout cas de ce qui va être détruit, sachant que la fouille en elle-même est une destruction, parce que vous le comprenez, pour voir les niveaux inférieurs, il faut détruire les niveaux qui sont au-dessus. Donc nous-mêmes on fait une fouille, on fait une destruction organisée. Ensuite, là je vais vous parler d'un site qui est autrement, qui ne rentre pas dans le cadre de l'archéologie préventive, mais de l'archéologie programmée, c'est-à-dire sur un site qui était dès le départ destiné à être mis en valeur et présenté au public. En tout cas, quand je suis intervenu pour la première fois en 2001 sur ce site de Tintignac, on me l'a présenté en me disant, voilà, on a un site qui a été entrevu au 19e siècle, on aimerait le remettre au jour et en faire un site majeur de la Corrèze, voire de la région, au niveau culturel et touristique. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé, d'autant plus que à ce moment-là, le territoire de la Corrèze allait être traversé peu de temps après par l'autoroute A89 et que c'est dans ce cadre-là et avec l'opportunité du 1% culture que les premières campagnes de fouilles se sont organisées sur le site de Tintignac. Donc je vais commencer tout de suite par vous replacer un peu ce site dans son contexte. Donc on se rapproche effectivement beaucoup plus de nous, on quitte l'Amazonie, on revient vers nous, même si je vais vous parler d'autres personnages dont Stéphane Amostin vous a expliqué que les populations d'Amazonie étaient longtemps considérées comme des barbares, des êtres sanguinaires, drogués, tout ça. On verra que les Gaulois ont été, l'inconnu, en tout cas l'inconnu gaulois, a été longtemps considéré comme ça. C'est un barbare, un ivrogne, un sauvage, voilà. Donc on est un peu sur, quand on ne connaît pas, on a peur et on invente voilà, tous les travers possibles et imaginables, mais on verra qu'ils étaient capables d'œuvres d'art extraordinaires qu'on a bien du mal à reproduire aujourd'hui. Bref, revenons au contexte de notre site. Alors je ne sais pas si c'est très net, ici Nonard, c'est un peu déplacé non par rapport à ce que j'ai vu, il doit être un peu plus bas ici. Nonard, Brive, Tulle, et le site de Tintignac se trouve à 10 km seulement, au nord de Tulle. Voilà, donc on est en plein cœur de la Corrèze, sur un site donc, qui était connu par quelques fouilles au 19e siècle, sur lesquelles je vais revenir. Mais pour l'époque gauloise, on se trouvait au niveau du territoire d'une tribu gauloise qu'on appelle les Lémovis, qui était encadrée par les Arvernes. Voilà, il y avait une soixantaine de tribus gauloises à travers les Gaules, on va dire, dont un grand territoire réservé aux Lémovis. Ce territoire étant traversé par un grand itinéraire commercial qui traversait quasiment toute la Gaule. Le site de Tintignac occupe la partie sud de ce territoire Lémovis. On ne connaît pas grand-chose sur ces Gaulois Lémovis, hormis le fait que l'une de leurs activités principales était l'extraction d'or. On a énormément de mines d'or partout en Limousin, dans la région de Saint-Thierry-la-Perche, mais aussi au nord de Limoges ou du côté de Tulle. Il y a énormément de mines d'or qui sont exploitées entre le 4e siècle et le 1er siècle avant notre ère. Visiblement pas reprise à la période antique. Mais voilà, c'est une des activités principales. Donc ils exploitent l'or. Or, on remarque que chez nous, en Limousin, on n'a pas plus d'or, pas plus d'objets en or qu'ailleurs pour la période gauloise, voire moins.
donc à imaginer que ce minerai qu'ils extraient était probablement transformé en or, mais peut-être revendu ou échangé contre d'autres matériaux avec les tribus voisines, ou peut-être avec un négoce avec les premiers marchands romains. Ensuite, plusieurs campagnes de fouilles vont se dérouler entre 2001 et 2012. Donc en 2001, on a fouillé la moitié sud du bâtiment, ici le temple occidental. En 2002, la moitié nord. En 2003, on a poursuivi sur ce bâtiment-là, mais on s'est aussi attaqué à la moitié nord du bâtiment en hémicycle. Et puis en 2004, alors le bâtiment en hémicycle, je vous en reparlerai, mais il s'est avéré qu'on avait des sols de marbre, on avait des plaquages de marbre contre les murs, donc on nous a demandé d'interrompre très rapidement la fouille et de remblayer parce que ça allait s'abîmer à la moindre intempérie, au premier gel en tout cas. Donc on s'est reporté sur le temple ici, et c'est là qu'on a commencé à dégager un peu plus le sanctuaire gaulois qu'on avait entrevu sous les bâtiments gallo-romains. Et dans le cadre de ce sanctuaire gaulois, en 2004, on a donc découvert une petite fosse sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. En 2009, après une longue interruption qui était liée à la rédaction en fait, des résultats des premières campagnes de fouilles, on a repris donc, plusieurs sondages ici, là et là, donc, qui nous ont permis de percevoir un peu l'environnement des 4 édifices. Et de 2010 à 2012, on s'est reporté ici sur le bâtiment qu'on appelle tribunal, dans cette zone-là. Et puis en 2012, on a arrêté complètement, parce qu'il fallait effectivement qu'il y ait une décision. Dès le départ, on devait être suivi par les monuments historiques pour que ces vestiges soient restaurés au fur et à mesure, entretenus et qu'ils ne s'abîment pas. Et en fait, comme ça n'a pas été le cas, on voyait les choses se dégrader petit à petit. En fait, tous ces vestiges, à part la partie ouest du temple ici, ont été littéralement remblayés en attendant que des moyens financiers et techniques soient accessibles pour remettre au jour ces vestiges et qu'on puisse les restaurer en tout cas, parce qu'à l'air libre comme ça ne durerait pas longtemps. Donc voici une vue du site en photo aérienne. Ici vous apercevez la fouille telle qu'elle était en 2003. Et vous voyez que l'autoroute A89 passe vraiment à faible distance avec l'échangeur de Tulle ici. Donc l'emplacement idéal pour rendre ce site accessible au public et puis éventuellement y construire un musée, s'il devait y avoir un musée un jour. Vous voyez que l'accès est assez facile. Dans l'angle de ce sanctuaire ici, dans l'angle nord-est, on a retrouvé une petite fosse de 1,10 m de côté sur 30 cm de profondeur, qui a livré près de 500 fragments d'objets en fer et en bronze, sur lesquels donc, je vais revenir un peu plus tout à l'heure. Voilà. Je crois que mon dossier devait être un peu lourd. Voilà. Donc la fouille de ce dépôt, on est là en septembre-octobre 2004. Bien sûr, ce dépôt a été trouvé dans la dernière semaine de la campagne de 2004, donc il a fallu, c'est toujours les derniers jours quand c'est des choses les plus importantes, bien sûr. Donc voilà, on a passé 4 semaines supplémentaires à dégager ce dépôt, sachant que c'est une pièce, vous allez voir, quelque chose d'assez exceptionnel qu'on retrouve dans un contexte bien cerné. C'est la première fois qu'on trouve ce dépôt-là, ce type de dépôt-là dans un contexte bien appréhendé, et il était hors de question donc de rater ou de passer à côté des observations nécessaires. Alors il avait été prévu de faire peut-être un prélèvement en bloc, on ne pouvait pas amener de machines, tout ça pour prélever en masse cet ensemble, donc il a été choisi de le prélever sur place, mais sachant que toutes ces pièces étaient non seulement collées par la corrosion, mais superposées les unes aux autres. C'était une espèce de mikado, il a fallu les prélever les unes après les autres délicatement, et donc c'était un travail de longue haleine, sachant qu'il fallait les prendre dans le bon ordre, c'est-à-dire dans l'ordre inverse quasiment de leur dépôt dans la fosse. Les conditions de fouille de ce dépôt, donc pour les photos, vous voyez ici un peu parfois périlleuse, on se dit heureusement qu'il n'est pas tombé aujourd'hui. Ou encore les dessins, on a 17 phases de dessins successives au niveau du démontage donc, du dépôt. Alors ce travail n'aurait pas pu être fait sans l'intervention des restauratrices du laboratoire Materia Viva
de Toulouse, et qui utilisait donc des méthodes assez nouvelles ici. Vous voyez, je vais y aller avec ça. Voilà. Ici, donc on voyait une des restauratrices qui est en train d'appliquer une espèce de cire blanche autour d'un objet. En fait, elle a posé, avant de poser cette cire, elle a posé une gaze de coton. Et en fait, c'est du cyclododécane. C'est un produit assez novateur à l'époque, donc en 2004, et qui a la particularité de se désagréger tout seul avec le temps, sans abîmer l'objet. Donc vous imaginez une espèce de cire, donc ça fait une espèce de coque compacte qui permet de prélever l'objet d'un bloc, et puis qui, en quelques semaines ou quelques mois, va finir par se désagréger sans abîmer quoi que ce soit. Donc après, elles peuvent le traiter en laboratoire comme il se doit. Mais en tout cas, ça a permis de prélever des pièces d'un seul tenant, ce qui aurait été complètement impossible autrement. Les études, mais je savais que ce serait très long. Simplement, en 2 mots, on a fait, à partir du carnix retrouvé dans le dépôt, une reconstitution, c'est Jean Boisserie, pour certains, pour ceux qui le connaissent, d'Inandier à Cublac, qui nous a refait une copie du carnix, parce que dans l'original, on ne pouvait pas trop souffler, il y avait quelques trous. Donc il nous a fait vraiment sur mesure et au millimètre près, je vous assure, un carnix qui ressemblait à l'original. Donc là, on le voit en train de travailler une feuille d'oreille, et puis d'autres pièces qu'il a travaillé à la cire perdue pour faire les anneaux de maintien ou l'embouchure intermédiaire pour fabriquer voilà, l'objet tel qu'il devait être. Quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut imaginer que la couleur, c'était celle-là. Hein. C'est-à-dire que celui qu'on a trouvé, nous, il est tout corrodé, il est tout vert. Il faut imaginer quelque chose d'imposant, de rutilant. Il fallait en impressionner, il fallait impressionner l'ennemi. Polybe et Diodore de Sicile nous disent que ces armes, ces trompettes gauloises, sont là et font vibrer même la forêt alentour, quoi. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Ça participe au tumulte guerrier, le tumultus gallicus. Et donc voilà, et c'est la première fois qu'on arrive à reconstituer un carnix, donc depuis l'embouchure jusqu'au pavillon. Et à partir de cette reconstitution, on a pu donc tester le carnix. Je peux m'en rendre compte, le son du carnix est très puissant. Grâce à lui, les guerriers devaient faire monter la pression sur le champ de bataille. Imaginez le vacarme quand les troupes gauloises en faisaient sonner plusieurs en même temps. Mais je vais vous faire écouter le son. J'ai fait tester ça une des restauratrices du labo de Materia Viva à Toulouse, et qui joue du didgeridoo d'habitude, et qui m'a sorti un son qui me plaît drôlement, dans la mesure où on n'a pas seulement l'apparence de l'animal furieux qui fait un bruit énorme, mais on a également peut-être le cri de l'animal avec. Donc vous n'avez pas les images. Donc vous imaginez effectivement plusieurs carnix côte à côte qui font ce genre de bruit. Je vous passe. Et encore, c'était là la 2e fois qu'elle l'utilisait. Donc vous imaginez un guerrier gaulois bien entraîné, bien costaud, pas comme nos pauvres musiciens aujourd'hui qui disent « Ah, c'est trop dur de le porter comme ça ». Donc voilà, et je pense qu'avec un peu d'entraînement et ce genre de technique, on arrive à avoir un son. Donc on a encore du travail pour essayer de savoir quel son il voulait faire. Est-ce qu'il voulait jouer des concerts face à l'ennemi romain, ou est-ce qu'il voulait vraiment les impressionner? Et donc voilà, il faut trouver la bonne technique, et puis on ne saura jamais vraiment exactement ce qu'il voulait faire. Là où on a un peu de mal encore, c'est sur la puissance de l'instrument. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse encore des tests, parce qu'on n'est pas, je pense qu'on peut avoir mieux, quoi. Donc voilà. Je vous remercie.